Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je vois qu'il y a des gens qui continuent à se connecter, donc on va patienter encore quelques secondes, histoire de laisser à tout le monde la chance d'être là. Donc aujourd'hui, Datastorm organise ce webinaire autour du monitoring et du cycle de vie des modèles en production. Et donc, à mes côtés, Naomi Girard, qui est data scientist chez Datastorm, et Thomas Jamowski, qui est data scientist, mais accessoirement également directeur technique de Datastorm. Et moi-même, donc, qui ai l'honneur de diriger Datastorm. Donc, bonjour à tous. Le sujet qui va nous occuper aujourd'hui et qu'on va vous présenter, donc on se donne un délai de 40 minutes et on va essayer de s'y tenir. Bien évidemment, on aura sans doute l'occasion d'échanger après ces 40 minutes pour vos questions. D'ici là, n'hésitez pas au travers du chat qui se trouve normalement sur la droite de votre écran à interagir, nous poser des questions qu'on essaiera de prendre en cours de route ou à la fin du webinaire en fonction des opportunités. Alors, qu'est-ce que le monitoring et le cycle de vie des modèles en production on a repris une citation anonyme. L'avantage, c'est comme ça, il n'y a pas besoin de s'assurer que quelqu'un l'a bien dit. Mais je pense que vous l'avez vécu. À partir du moment où vous mettez en production vos modèles de machine learning, et malgré toute l'énergie dépensée pour les mettre au point et pour faire en sorte que tout ça fonctionne, vous voyez globalement que le gros du travail reste à faire et que il ne suffit pas de faire une belle équation et un bel algorithme, qu'il faut encore que tout ça tourne. Alors, le problème du machine learning en production, il y a plein de dimensions derrière ce sujet. Vous avez des dimensions de performance, vous avez des problèmes, c'est que c'est des algorithmes qui prennent beaucoup de puissance de calcul, qui prennent beaucoup de mémoire, qui doivent tourner dans des architectures qui ne sont pas celles forcément de vos legacy traditionnels. Et donc, il va falloir que ça interagisse, peut-être avec des systèmes d'information qui sont des fois un peu anciens, sans remonter jusqu'à la S400. On peut imaginer qu'il reste des systèmes d'information un peu anciens dans vos organisations. Et donc, vous allez mettre en place des API, vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour que ceux-ci interagissent. Et vous allez gérer la tuyauterie pour que la donnée arrive, qu'elle soit au bon format, etc. Et pour autant, il va rester un problème de fond qui est que vos modèles, ils vont être rapidement obsolètes. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un des aspects du monitoring des modèles de machine learning en production, et on n'a pas la prétention de les adresser tous, en notamment s'intéressant au problème de l'obsolescence de ces modèles. Donc on commencera par là, et puis parce que on aime bien un peu de concret, on vous montrera un cas d'application et une petite application de démonstration qui montre comment on peut monitorer justement ces modèles autour de deux grands axes forts que sont la détection du changement et puis on le verra, l'observabilité au travers du monitoring. Donc, je vais commencer dans cette première partie. Bonjour à tous, en premier temps. Commencer dans cette première partie à vous parler obsolescence des modèles de machine learning. Donc, pourquoi un modèle de machine learning est sujet à l'obsolescence et pourquoi, du coup, il est important de le monitorer. Donc, on va commencer par parler un petit peu de l'anatomie d'un modèle. Un modèle, ça dépend dans un premier temps, bien évidemment, d'un code, de données d'apprentissage à un instant T. Et dans le code, on va retrouver donc différents aspects autour de la conception du modèle, donc sur la gestion des données, les aspects de modélisation, d'optimisation d'un modèle afin d'obtenir un jeu d'hyperparamètres et qui va être très spécifique aux données d'apprentissage qu'on aura à un instant T. Donc ça, tous ces éléments font qu'on obtient un modèle et qu'ensuite on peut s'en servir en injectant de nouvelles données et on obtient en sortie classiquement des estimations des probabilités, l'utilisation du modèle lorsqu'on l'utilise. Donc
comment je viens de vous le présenter, le modèle de machine learning, il est très dépendant en fait des données d'apprentissage. Les données d'apprentissage, elles sont instables, elles peuvent changer dans le temps. Ça peut être une nouvelle variable, enfin une ou plusieurs nouvelles variables qui sont intégrées à la base de données. Ça peut être des nouvelles modalités aussi qui captent un nouveau phénomène. Et voilà, tout ça rendre les données instables, et on peut parler de data drift, de dérive entre les données d'apprentissage et les nouvelles données qu'on va injecter au modèle. Et quand on est face à ce genre de dérive, on a une très forte sensibilité des paramètres en fait dans notre modèle de machine learning, et ça peut engendrer un changement assez profond du comportement attendu du modèle, quand on est dans ce genre de cas de figure. Et donc, quoi que vous fassiez, soyons clairs, même si vous faites en sorte que toute la tuyauterie amène la donnée au bon endroit, qu'elle est de qualité, qu'elle est au bon format, que vous avez pris soin au moment de la mise en place de votre modèle de vous assurer que vous étiez sur des populations représentatives, quoi que vous fassiez, votre modèle il sera obsolète. Il sera obsolète, et c'est à peu près inévitable. Alors c'est inévitable parce que les choses évoluent, parce que le concept que vous êtes en train de modéliser, il évolue, parce que votre environnement évolue, parce que le simple fait d'avoir utilisé votre modèle pour mener un certain nombre d'actions, ça peut être pour définir un plan de maintenance en maintenance prédictive, ça peut être pour définir des campagnes marketing, quand on va parler de score d'appétence, par exemple. Votre modèle va évoluer. Et donc, à un moment donné, cette obsolescence, elle est inévitable, et il faut la mettre sous contrôle. Alors, avant de vous montrer, de vous dire comment, de vous montrer comment on peut la mettre sous contrôle, je vais laisser d'abord Naomi vous présenter le cas d'étude sur lequel on a décidé d'articuler ce webinaire. Donc notre cas d'étude, qui du coup nous suivra tout au long du webinaire, puisqu'on aura à la fin une petite démo sur une application. Je vais vous présenter en premier temps le jeu de données, la problématique. Donc le jeu de données, il est mis à disposition par l'Université de Californie. C'est un jeu de données complètement open source, donc vous pourrez tout à fait vous en servir si vous avez envie. C'est une table qui recense 2 ans de données d'historique d'achat d'une entreprise de retail britannique, des données un peu anciennes puisqu'elles datent de 2010 à 2011. Mais en tout cas, elles sont assez riches puisqu'elles recensent à peu près 6000 clients et 5300 références. Donc on a en fait le détail des tickets de caisse sur 2 ans sur ces clients. C'est une table qui est fréquemment utilisée dans les publications scientifiques, donc peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, plutôt autour de problématiques de classification, de clustering, de régression, de scoring également, et c'est la problématique que nous, on a choisie, problématique assez classique où on essaye de prédire la probabilité d'achat d'un client le mois suivant, donc à un horizon M+1. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement les données brutes quand on les reçoit. On a des informations très classiques autour d'un ID de client, un ID de commande, la date de la commande, une description du produit textuelle qui peut aussi servir si jamais on a envie d'exploiter la donnée texte, mais ce ne sera pas notre cas pour ce webinaire. Les infos de prix unitaire du produit et la quantité de produits achetés par le client. On a une autre type de ligne dans la base de données qui va plutôt remonter, donc ce sera la deuxième, plutôt des annulations, des remboursements de commandes, en tout cas des retours, et on aura un ID de commande différent et une quantité négative. Donc ça, c'est les données brutes que l'on a. On les a retravaillées pour pouvoir nous en servir dans la modélisation. Et les données d'apprentissage, là, on a créé des agrégats pour chaque client qui essaye de retranscrire leurs habitudes de consommation sur les 6 derniers mois. Donc on a une période cible
puisque l'idée, c'est de prédire la probabilité d'achat d'un client sur une période cible. Nous, on s'est fixé juillet 2010. Donc, notre variable réponse ici, ce sera est-ce que le client a acheté ou pas durant ce mois. Et ensuite, on a calculé quelques indicateurs, un certain nombre d'indicateurs qui essayent de retracer leur consommation sur les 6 derniers mois, donc entre janvier et juin 2010. Donc sur la méthodologie du modèle qu'on va essayer de suivre, d'abord les données d'entraînement, donc je viens de vous les présenter rapidement. Quelques détails supplémentaires sur les agrégats, c'est autour de la fréquence d'achat, du panier moyen, du nombre moyen de références par commande. On a essayé de capter les références qui revenaient régulièrement dans les commandes des clients et également quelques agrégats autour des annulations de commandes. Et donc toujours notre variable réponse, achat ou pas, le mois suivant. Et l'algo utilisé, c'est quelque chose de très, très classique, une forêt aléatoire, un petit peu tunée, mais pas à outrance non plus, qui a été entraînée en validation croisée. Et ensuite, sur les indicateurs utilisés, qu'on va également essayer de suivre dans le monitoring, ça va être l'AUC, l'accuracy et également le CAPA de Cohen. Donc là, les 3 indicateurs, on peut en citer d'autres, mais ceux-ci essentiellement qu'on a utilisés. Voilà pour notre cas d'application. Voilà, alors sur ce cas très simple, on va essayer d'illustrer la problématique du monitoring des modèles. Et notamment, on va commencer par, on a parlé d'obsolescence, on a dit qu'un modèle devenait obsolète, mais ça veut dire quoi devenir obsolète? Ça veut dire que des choses ont changé. Et donc, on va commencer par voir ce que c'est que la détection du changement. Et je vous laisse face à cette citation de Francis Blanche, qui est toujours assez drôle. Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement dans un monde qui change. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on vous dit, c'est inévitable, vos modèles vont devenir obsolètes et ils vont avoir besoin d'être recalibrés. Donc, face à ça, en tant qu'opérateur, naturellement, il y a une question qui s'impose, et c'est la grande question, c'est quand recalibrer le modèle. Alors, lorsqu'on regarde autour de nous, on pose cette question, on reçoit des réponses assez variées. Ça équivaut souvent à viser les yeux bandés. Ce qu'on appelle en apprentissage l'adaptation à l'aveugle. Alors ça peut être pour diverses raisons. On peut tout simplement pas y avoir pensé, ou il y a peut-être des contraintes de temps. Peu importe, on met un modèle en production sans réfléchir à qu'est-ce qui vient après. Donc, en final, on se retrouve avec une situation où on n'a aucune règle de prédéfinie à l'avance sur cette question de quand recalibrer le modèle. Ou peut-être on s'est dit, parce que ça nous censait quelque chose de raisonnable, on s'est dit, on va recalibrer le modèle périodiquement, c'est-à-dire, par exemple, tous les 3 mois. Alors, vous allez vous en sortir peut-être une fois ou deux sur certains modèles avec ce genre de décision, mais en général, et surtout lorsqu'on a plusieurs modèles à gérer en même temps, ça devient un jeu qui est dangereux. Alors pour faire un petit parallèle avec les finances, c'est un peu comme si vous achetiez une action et vous arrêtez de suivre le cours à ce moment-là, en disant voilà, j'ai acheté mon action, c'est parfait. En déployant un modèle en production, en fait, on s'attend à avoir un certain retour sur investissement, mais ce retour sur investissement n'est pas garanti et il contient une certaine part d'aléa. Et donc, on va s'assurer que en fait, les choses se passent bien, qu'on a, comme espéré, une certaine valeur ajoutée, un retour sur investissement que notre modèle nous donne. Alors, chez Datastorm, ce genre de décision, nous, on va utiliser une approche qui va être autour de la donnée et de l'analyse de ces données. En gros, de la data science. Donc, on va acquérir de la donnée qui va
cette donnée sur le comportement du modèle, comment le modèle se comporte en production. Et nous allons analyser, voir s'il n'y a pas un changement qui s'opère dans ce comportement du modèle. Et c'est la détection du changement. Donc, c'est finalement pour suivre un modèle de machine learning de référence, si on veut, c'est celui qui nous intéresse. On va utiliser du machine learning au service du machine learning. Donc, quel genre de changement on parle de quel genre de changement? Quel genre de changement on veut détecter? Eh bien, Naomi et Benoît ont mentionné déjà, il y a une panoplie de raisons pour lesquelles un modèle qui fonctionnait bien dans l'environnement de développement, soudainement rencontre des problèmes en production. Et le changement qui a pu s'opérer peut être de nature disruptive, c'est-à-dire que le modèle cesse de donner des résultats. Ça peut être parce qu'une variable est indisponible au moment de la prédiction, ou parce qu'il y a des nouvelles modalités, ou peu importe la raison, parce qu'il n'y a plus de RAM, ou peu importe. Règle générale, pour mettre les données en qualité, on est dans le domaine du data ops. Donc, il faut se rappeler toujours qu'un modèle de machine learning est un produit data. Donc, le data ops s'applique, en fait, ça vient même avant le MLOps. Le MLOps se repose sur le data ops. Et donc, on peut mettre en place un ensemble de bonnes pratiques pour avoir la qualité de la donnée. Mais aujourd'hui, ce qui va plutôt nous intéresser, ça va être le côté MLOps de ce changement. Donc, ça veut dire il y a un autre type de changement qui est plus subtil et qui peut rester inaperçu parce que le modèle, lui, continue à donner des résultats. Seulement, ces résultats peuvent avoir un certain biais qui s'insère dans ce résultat. Donc, les résultats sont quelque peu faussés. Donc, ce genre de souci, en général, il est impossible d'éviter parce qu'il y a trop de facteurs autour du modèle, hein. Des facteurs que l'on connaît et d'autres facteurs que l'on ne connaît même pas, qui peuvent jouer sur le modèle, comme par exemple dans notre cas d'usage, on peut penser par exemple un changement d'apparence sur le portail web va affecter la psychologie du consommateur qui, du coup, va avoir un comportement d'achat qui va changer et notre modèle, forcément, va devoir changer. Donc, quelque chose qui est aussi normalement indépendant de notre modèle ne l'est pas réellement. Et à ceci s'ajoute qu'il est difficile, en plus de ne pas pouvoir l'éviter, mais enfin, il est aussi difficile à reconnaître parce que ça se traduit par un changement dans la distribution des données. Donc, c'est ce qu'on va essayer de détecter, c'est ce changement dans la distribution des données, comme par exemple un changement dans la moyenne. Mais on ne se limite pas qu'à des simples moyennes. On va plus loin. Donc, alors, quel changement on va naturellement, la première des choses qu'on peut imaginer suivre, c'est la performance du modèle, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va se donner des métriques qui vont refléter le cas d'usage. Et dans notre cas, par exemple, qui est une plateforme de commerce, on peut imaginer avoir les réponses assez rapidement. Donc, on peut se dire qu'on peut suivre quand même assez rapidement la performance du modèle. Et donc là, il y a un ensemble assez vaste d'algorithmes qui existent pour suivre la performance du modèle, dont notamment des détections de changements dans la moyenne. Donc, ils vont essayer de trouver quand les performances elles chutent, que ça soit une chute abrupte ou pas, qui se fait graduellement. Moi, je veux aujourd'hui vous attirer peut-être votre attention sur le dernier point, le dernier algorithme, qui est la métamodélisation. C'est pour vous montrer comment, justement, on peut mettre des modèles au service d'un autre modèle. Donc ici, l'idée, c'est une idée qui est vieille, hein, qui est de dire on va mettre un autre modèle que notre modèle de référence en compétition avec celui-là.
celui-ci. Par contre, ce nouveau modèle, lui, il est appris sur le court terme. Et on se dit que si ce modèle à court terme est significativement plus performant que notre modèle de référence, c'est parce qu'il y a eu un certain changement qui s'est opéré assez récemment. Et donc, ça, on va émettre une alerte sur la possibilité d'un changement. Donc, techniquement, lorsqu'on regarde la performance d'un modèle, pour mettre un peu de mathématiques, hein, on cherche à détecter la dérive du concept. Donc, le concept, c'est ce qu'on cherche à modéliser, en réalité. Dans notre cas, le concept, c'est le comportement des consommateurs. Est-ce qu'ils vont acheter ou pas? Donc ça, c'est notre concept. Et lorsque ce concept il change, eh bien, ça peut impliquer que justement la performance du modèle vont changer. Donc la performance du modèle est un proxy de ce concept. Par contre, ce n'est pas tous les modèles pour lesquels on a des réponses rapidement. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a toujours les données d'entrée. Pour faire notre estimation, on a des données d'entrée, ça nous donne une estimation. Ces données-là, on les a dans tous les cas en temps réel. Donc on peut les regarder. Donc on va parler de la population. On peut parler de population drift, feature drift ou covariate drift. Enfin, il y a toutes sortes de noms pour ça. Donc pour la population, le désavantage, c'est que on est dans du multidimensionnel, peut-être même grande dimension. Donc une façon simple, disons, sans trop se casser la tête, c'est de dire on va utiliser à nouveau le modèle, mais pas sa performance, mais son score. Les scores que le modèle nous donne comme un proxy de cette population. Donc dans ce cas-là, on va suivre le score du modèle avec des algorithmes qui sont finalement assez similaires à ceux aux précédents, pour voir s'il y a un changement dans la distribution des scores qui s'opèrent. Et sinon, on peut utiliser aussi, encore une fois, cette idée d'utiliser des modèles pour aider notre modèle de référence, et de dire voilà, on a nos X de grande dimension, on va utiliser un modèle, peut-être une détection d'anomalies pour comprendre si une observation elle est similaire ou pas à ce qu'on a pu avoir dans nos données d'observation, de données d'apprentissage, pardon. Un autre modèle, donc on va voir dans la démo dont Naomi a parlé, on va voir dans la démo le drift score, par exemple. Rapidement, le drift score, c'est on va créer un modèle qui va, son rôle, ça va être de décider si une observation est issue du jeu d'apprentissage ou pas. Et donc, si ce modèle arrive à différencier nos nouvelles données des données d'apprentissage, donc si ce modèle est performant, ça sera un signe qu'il y a eu un changement. Alors que si le modèle n'arrive pas à faire cette différence, alors on n'émet pas d'alerte. Donc, voilà, donc la population drift, c'est du point de vue mathématique, on s'intéresse qu'aux données d'entrée, les X, donc la distribution de ces X. Donc, pour revenir un peu sur quels sont les grands enjeux, finalement, les difficultés qu'on peut rencontrer dans ces algorithmes de détection du changement, on retrouve assez classiquement, si on veut, entre autres, détection du changement, c'est une classification. On cherche à dire est-ce qu'il y a un changement ou pas. Donc, il y aura le même principe de tension entre la précision et le recall. Dans ce cas-ci, si on a un taux de faux positifs élevé, eh bien, on va réentraîner le modèle inutilement. À la limite, ça va nous prendre des ressources. Peut-être ça va rendre un peu le modèle plus instable parce qu'on le bouge trop souvent. Par contre, voilà, si on a un taux de faux négatif élevé, là, par contre, on aura ce risque de perte de performance, puisqu'on n'émet pas une alerte alors qu'il y a un certain changement qui s'opère. Ce changement peut engendrer ou pas
une perte de performance. Et donc, on va vouloir quand même alerter là-dessus. Autre chose, comme pour tout modèle, finalement, il faut une robustesse au bruit. Dans notre cas, ça veut dire différencier un changement, qui est un changement dans la distribution, des valeurs aberrantes. Donc, toute distribution, on peut avoir juste par chance des valeurs qui sont aberrantes. Seulement si elles sont trop fréquentes, on va pouvoir modéliser, en fait, on va pouvoir dire qu'il y a une nouvelle distribution qui explique mieux les données qu'on observe. Donc, dans ce cas-là, on va parler d'un changement. Donc, il faut différencier ces deux cas. Il y a aussi une notion temporelle dans la détection du changement. Donc, on ne pourra jamais détecter un changement au moment où elle a lieu. Il y aura toujours un certain délai avant qu'on puisse l'observer. Et ce délai dépend finalement de la nature de ce changement, donc la magnitude, donc la grandeur. Donc, si un petit changement, ça va prendre plus de temps. Et la vitesse de ce changement, donc si c'est un changement qui s'opère graduellement, doucement, ben, ça prendra aussi un peu plus de temps. Donc, finalement, on retrouve, en plus des problématiques de haute dimension, des problématiques d'avoir des données d'entrée qualitatives au lieu de quantitatives et tout ça, bon, finalement, on retrouve l'ensemble des problématiques que l'on retrouve classiquement dans du machine learning. Et donc, on se dit que, bah oui, c'est naturel de l'appréhender avec du machine learning au service de notre modèle de référence. Moi, je vais reprendre la main sur la démonstration. Thomas vient de nous présenter les différentes méthodes et les différentes dérives qu'on peut rencontrer. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place ces différentes méthodes de monitoring et les différentes alertes que l'on peut détecter. Donc, sur l'application, donc on a un modèle on simule en fait un modèle en production qu'on va suivre dans le temps. Donc on va avoir un premier écran qui pourrait présenter, donc là c'est un prototype d'application, mais on peut imaginer un premier écran qui va présenter le modèle qu'on est actuellement en train de suivre, avec quelques informations clés sur la période de cible, pour qu'on ait bien en tête que le modèle a été actuellement entraîné en juillet 2010 sur des agrégats, donc les 6 mois précédents, de janvier à juin 2010. Là, dans le modèle, on a actuellement 22 variables explicatives. On pourrait, si besoin, revenir aux données brutes lorsque certaines alertes sont remontées. C'est également possible d'afficher les données dans l'application. Ce qu'on voit en haut, du coup, ce curseur qui nous permet de se balader dans le temps, en fait, c'est plutôt un curseur fictif qui va simuler le monitoring, puisqu'en fait, il représente les différents instants dans lesquels on peut se placer pour suivre le modèle, comme si, donc là, en l'occurrence, comme si on était en novembre 2010. L'autre élément, avant de rentrer plus en détail dans les différentes sorties qu'on peut constater, c'est cette petite cloche, ce petit onglet de notification qui va en fait simuler un éventuel envoi de mail en cas d'alerte remontée sur les différentes dérives que l'appli peut constater. Donc là, on simule un envoi de mail. En tout cas, c'est plutôt cette petite notification qui va nous aider dans la lecture de cette application. Donc là, on va commencer. Si on se place en novembre 2010, la première alerte qui est en fait un léger warning, parce que ça nous dit que les données en entrée ne correspondent pas totalement à celles de la période d'apprentissage. Donc les données qu'on a mis en novembre 2010 pour prédire, utiliser le modèle et obtenir des prédictions sont légèrement différentes de celles qu'on avait en entrée. Donc pour ça, ça va plutôt toucher à des notions d'input. Et on peut regarder dans un premier temps des indicateurs univariés sur chacune des variables qu'on a en entrée du modèle. On a une notion d'incohérence entre les nouvelles données et le jeu d'entraînement. Donc nous, ce qu'on appelle nouvelles données ou dernier batch sur les graphiques, c'est les données en date, là où on se place sur le curseur. Donc là, novembre 2010.
là, ça a des notions de différence de densité, de distribution, qui sont pas forcément visibles à l'œil nu. Là, on a l'impression que c'est vraiment très similaire, ce qui est dans les faits quasiment le cas. Il y a des toutes petites différences qu'on peut observer. On l'observe aussi avec un QQ-plot qui est un graphe du coup un peu plus statistique, qui permet de comparer donc deux échantillons en comparant les quantiles de chacun des échantillons. Et l'idée pour l'interprétation du QQ-plot, c'est qu'on espère que tous les points soient confondus avec la diagonale. Donc là, c'est quasiment le cas. On a quelques petites différences en début. C'est pour ça que on va dire que c'est un léger warning. On peut aussi jouer sur la sensibilité des tests pour voir à quel moment est-ce qu'on veut remonter une alerte. Mais donc ça, c'est un premier niveau d'alerte, mais assez léger, qui est donc pas encore vraiment très alarmant. Par contre, on peut avancer dans le temps et se positionner en mars 2011. Et là, si on se met sur l'onglet de notification en disant que c'est lui qui va nous aider dans la lecture de l'application, il nous dit qu'un data drift a été détecté. Donc là, ça fait écho à ce que Thomas disait sur le drift score. On va être plutôt sur un indicateur global de différence entre le jeu d'entraînement du modèle et le jeu qu'on a actuellement en mars 2011. Donc là, on a deux graphiques, un qui va remonter l'AUC de ce modèle et l'autre le Matthew Score. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait l'indicateur le plus faible possible, puisqu'on espère que le modèle soit incapable de distinguer si une observation est issue du jeu d'entraînement ou du jeu de test. Et là, on voit qu'on est sur un AUC en mars très élevé, autour de 0,8, et donc là le modèle est parfaitement capable de distinguer si l'observation est issue du jeu d'entraînement ou du jeu de test, et donc on est sur une dérive plutôt certaine, en tout cas avec le jeu d'entraînement. On a décidé de représenter donc l'AUC et le Matthew Score. Le Matthew Score, il présente l'avantage de tenir compte en fait quand il y a un fort déséquilibre entre le volume de données des données d'apprentissage, parce qu'on pourrait imaginer qu'on a un volume très important et que par contre quand on est en phase de test, donc là on peut se dire en mars 2011, là on ne teste que quelques observations, donc on aurait un déséquilibre dans le modèle, et c'est une métrique parmi d'autres, mais en tout cas celle-ci est aussi intéressante à regarder. C'est un peu moins notre cas pour ce cas d'usage, mais en tout cas, ça peut être intéressant pour d'autres cas d'usage de regarder pas uniquement l'AUC ou l'accuracy, mais aussi le Matthew Score. Et autre représentation, ça va être l'importance des variables, puisque le modèle de drift score, c'est un modèle, donc là on a utilisé un modèle de random forest, de forêt aléatoire, qui nous permet d'avoir l'importance des variables. Et donc là, on voit quelles sont les variables qui ont impacté la décision et qui sont celles qui présentent potentiellement le plus de dérives. Donc là, ça va être des variables autour du panier, donc panier max, minimum, moyen, aussi du prix unitaire. Donc là, on peut regarder plus en détail, ça nous permet de donner des premiers indicateurs vers où il faut regarder pour comprendre la dérive qui est observée. On peut revenir également sur la vue sur les indicateurs univariés du coup, avec les variables où on voit les différences de distribution sur le QQ-plot. On avait aussi mis quelques indicateurs sur la médiane, la moyenne, comparés en tout cas entre les deux jeux de données. Donc ça, c'est une première alerte qui peut être remontée, qui commence à être importante, qui va être donc la dérive sur les inputs. Mais par contre, si on se place encore un peu plus loin dans le temps, qu'on se met en novembre 2011, là, on va voir une nouvelle alerte sur les performances du modèle. Là, les performances du modèle sont jugées mauvaises, ou en tout cas, il y a une dégradation des performances. Donc ça, on peut le voir sur l'onglet état de santé du modèle, performance du modèle. Et donc là, on suit en fait les différents indicateurs au cours du temps. Donc, on suit la performance en termes d'AUC, d'accuracy, de kappa, de log loss également. Là, on voit que c'est assez important d'avoir différents indicateurs, parce que si on regardait uniquement l'AUC ou uniquement l'accuracy, par exemple, on n'aurait pas d'alerte, l'accuracy ne dégringole pas nettement comme ça peut être le cas avec l'AUC. Là, on voit qu'on est sur une dégringolade depuis un certain temps, et que depuis quelques mois, on est passé dans une zone rouge qui est là et paramétrée à la main. Donc il y a différents types
de paramètres qu'on peut imaginer et de calibration qu'on peut imaginer dans ce genre d'application. Donc là, le seuil rouge est paramétré à la main. À quel moment est-ce qu'on juge que la performance est vraiment très basse en fonction des indicateurs? Et l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est cette bande, cette ligne rouge qui détecte le moment où la rupture possiblement s'est produite. Donc ça, on peut rentrer un peu plus en détail dans le dernier onglet, l'indicateur sur les scores. Là, on va retrouver dans un premier temps un tableau qui donne pour chaque date dans laquelle on se situe. Donc là, on est en novembre actuellement 2011, la date de rupture estimée par l'algorithme. Donc l'algorithme, c'est un algorithme qui s'appelle ChangePoint, qui va essayer de placer un curseur sur une série et un curseur qui va diviser la série en deux distributions les plus éloignées possibles. Et donc ce curseur, c'est ce qui va nous donner la date de rupture, en tout cas essayer de la détecter grâce à cet algorithme-là. Et là, l'algo nous donne comme date de rupture avril 2011, et en fait, on voit que avril 2011, dès mai, on avait identifié que c'était avril. Donc, on peut se dire que dès juin, à partir de 2 itérations de la même date de détection de rupture, il faut commencer à s'alarmer sérieusement sur le modèle, en plus des performances qui chutent. Ça donne un indicateur de quand est-ce que ça commence à se produire. Et juste pour finir du coup sur la démonstration, on peut sur cet écran-là également comparer la densité des scores, puisque là on compare les distributions des probabilités en sortie du modèle sur les dernières prédictions qui ont été faites en date donc de novembre 2011 versus toutes les autres qui ont été faites en amont. Et là, on voit qu'il y a du coup des vraies différences sur les scores. On le voit également avec le QQplot, on peut en un coup d'œil voir qu'il y a des dérives certaines, en tout cas dans les scores, qui expliquent les différences de perf qu'on a pu observer. Donc j'ai fait un petit tour de l'application, des différentes visualisations qu'on peut avoir sur ces questions de monitoring. Alors, Naomi, je te garde le micro. On avait 2 questions, si tu peux répondre rapidement. Ah oui, alors attendez. La première, c'était quelle était la fenêtre d'entraînement du modèle? J'ai en tête une dizaine de mois, mais je peux me tromper. Non, alors du coup, ça a été une seule fenêtre, enfin, sur une seule période cible. Nous, on s'est dit on se stoppait en juillet 2010. On se dit qu'on simule le fait qu'on est en juillet 2010, qu'on a 6 mois d'historique, donc on calcule des agrégats sur les 6 derniers mois. Bon, sachant que c'est juste illustratif. Oui. Et Jasmin demandait quelle était la taille du dernier batch en nombre de données. Ça, je sais pas si tu as l'info en tête. En fait, là, c'est pour ça que je parlais de déséquilibre qui n'était pas forcément le cas chez nous. Nous, le dernier batch, c'est toujours l'ensemble des clients, parce qu'on va lancer pour l'ensemble des clients le modèle de scoring pour essayer de. On se dit qu'on voudrait, par exemple, cibler les clients les plus appétents, mais on cible on met en entrée du modèle toujours les mêmes clients qui ont servi à l'entraînement. Seulement, les agrégats ont été calculés sur des fenêtres de temps différentes. Voilà. Il y a une troisième question, si je la comprends bien. Alors, s'il y avait quand même, il y a des éléments qui sont des indicateurs statistiques qui sont présentés, mais il y avait également un écran qui présentait un drift score, oui, lequel est un modèle de machine learning qui permet d'évaluer la différence entre la population d'apprentissage et la population d'application sur le batch. Et donc là, on a bien un modèle de machine learning qui va évaluer les deux populations, les différences entre les deux, et donc va permettre de voir s'il y a une différence significative, c'est-à-dire si l'AUC devient élevée sur ce modèle qui compare les populations, c'est qu'on a bien une population drift. Tu me corriges, Naomi, si c'est pas bon. C'est tout à fait ça. Voilà. On pourra revenir dessus dans les questions. Alors, juste pour revenir en synthèse, donc ce qu'on essaie de mettre en évidence au travers de ce prototype qui n'a d'autre valeur qu'illustrative, c'est bien que
la mise sous contrôle de l'obsolescence d'un modèle, ça va nécessiter à la fois des indicateurs statistiques, comme vous le disiez, mais également des modèles. Ça peut utiliser des modèles de data science au service de la data science, finalement, pour être capable d'avoir des indicateurs pertinents, parce qu'on est sur des problèmes en grande dimension. Et je vois qu'il y a une question et qui me fait très bien la transition. Je ne sais pas qui est Monsieur Nible, ou Madame Nible, mais je le remercie. On va voir très vite qu'en fait tout ça repose sur le problème de la collecte de données, c'est-à-dire quelles données on collecte et comment on rend observable cette donnée, ce qu'on va voir justement dans la dernière partie de ce webinaire, rapidement sur la notion de monitoring. Et je laisse la parole à Thomas. Alors, oui, donc alors, la confiance n'exclut pas la vérification. Donc, même si voilà, vous avez confiance en votre modèle, on va faire du monitoring. Donc, on va le vérifier quand même en production. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que l'obsolescence était inévitable. Ça, naturellement, la question qui s'imposait, c'était quand recalibrer le modèle. On vous dit, d'accord, on va utiliser une adaptation informée par les données de comportement du modèle pour décider quand recalibrer. Alors, la question qui s'impose alors, maintenant, c'est comment acquérir ces données. Et donc, la réponse qu'on va vous donner, c'est qu'il faut mettre en place un système de monitoring et ce système de monitoring s'outille. Donc, si vous regardez ce qu'il peut y avoir sur le marché en termes de logiciels de monitoring, ça va être très axé finalement aussi de supervision IT. Donc, ça sera ce qu'on pourrait nommer, on pourrait appeler le monitoring classique. On va suivre une métrique qui représente une ressource en temps réel et ça va répondre aux questions du type est-ce que mon modèle as a service, est-ce qu'il est toujours up, est-ce qu'il supporte la charge, est-ce qu'il y a suffisamment de mémoire, etc., etc. Donc, ce sont des questions très importantes, mais elles ne suffisent pas pour faire ce qu'on vous décrit aujourd'hui, c'est-à-dire de la détection du changement. Et donc là, il va falloir aller vers un monitoring qu'on pourrait qualifier d'analytique. Dans ce monitoring analytique, on va aller au-delà de juste collecter de l'information, on va pouvoir faire de l'analyse sur ces indicateurs, donc on va indicateurs statistiques. Et ça va plutôt répondre à des questions du type est-ce que mes données d'apprentissage sont toujours représentatives? Ou est-ce que mon modèle performe comme espéré? Et finalement, la question qu'on s'était posée, c'est faut-il rentraîner le modèle? Donc, c'est des questions qui sont plus compliquées à adresser et qu'il faut avoir des outils analytiques pour le coup. Donc, qu'est-ce qui constituerait la stack de monitoring analytique et quelles sont les différences avec une stack plus classique? Alors, comme toujours, ça repose sur une plateforme data. Donc, la plateforme data, c'est la plateforme qui va permettre d'enregistrer et de gérer les flux de tout ce qui sont les métriques qu'on récupère, les logs textuels, mais également pour arriver à du monitoring analytique, on va également récupérer des logs structurés. Donc ça, c'est pas toujours évident. Mais le point vraiment central qui fait peut-être la différence, c'est un paradigme qui s'appelle l'observabilité, c'est-à-dire que nos applications, notre modèle as a service, doit générer des informations qui sont pertinentes et qui permettent quelqu'un de l'extérieur, une autre application, hypothétique ou pas, de pouvoir diagnostiquer le fonctionnement de notre application, donc le modèle. Et c'est dans ce cas-là, c'est notre application, elle a la tâche elle-même de se rendre observable de l'extérieur. Et cette notion d'observabilité, ça se design, ça se prépare à l'avance, et en fonction de ce qu'on veut récupérer, de quel indicateur statistique, qu'est-ce qu'on veut détecter. Et le troisième pilier, c'est l'alerting.
Donc ça, c'est ce qu'on a pu évoquer sur la détection des changements. Donc c'est la mise en place des algorithmes pour remonter le moment où on suppose qu'il y a un changement qui s'est opéré. Et voilà. Donc finalement, c'est une stack. Cette stack analytique, elle a des composantes qui sont propres à ce monitoring et qui doivent se préparer et se concevoir à l'avance. Alors, on arrive à la conclusion. On a même un petit peu dépassé le délai. Désolé. Donc, un point, s'il fallait retenir quelque chose, c'est que on ne peut pas monitorer un système de machine learning comme on monitore un système d'information en règle générale. On ne peut pas se contenter de collecter des indicateurs, enfin des données brutes. La complexité du modèle, la dimensionnalité même du problème qu'on cherche à capter, et le fait que l'on capte quelque chose qui est des fois un peu intangible, cette notion de concept dans le concept drift, oblige d'aller collecter une grande quantité de données, mais surtout d'arriver à transformer cette donnée et de mettre, comme on le voyait, éventuellement des modèles en place pour synthétiser cette donnée et détecter des comportements et des changements. Aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de solutions sur le marché qui font du monitoring, de la supervision. Ces solutions, et sans aller, enfin, sans aucune critique, de notre point de vue, elles sont encore un peu peut-être limitées par rapport à ce qu'on pourrait en attendre dans le cadre du machine learning. Cela étant, on sent qu'elles vont progresser, elles vont y être forcées d'une certaine façon. Et peut-être que d'ici là, si vous avez déjà des modèles en production, vous n'allez pas échapper à la nécessité de mettre en place vos propres outils. Ce qui peut se faire rapidement, hein. Encore une fois, on vous a mis le code source de l'application de démo qui n'a aucune autre vocation qu'à être une application de démonstration sur un score appris rapidement. Enfin, voilà, l'objectif n'était pas de montrer un système réel parce que aucun de nos clients ne nous autoriserait à dévoiler son système d'information. Mais montrer. Et aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir aujourd'hui où vous en êtes où finalement par rapport à ce monitoring des modèles de machine learning et comment vous y avez répondu. Si vous voulez qu'on échange là-dessus, on est tous les trois à votre disposition, sachant que, bien évidemment, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui de tout voir, mais vous pouvez nous contacter, vous avez ce webinaire sera en replay, vous aurez le support à disposition, il y a nos adresses email dessus, sinon Datastorm, si vous faites contact@datastorm.fr, rassurez-vous, ça arrive. Voilà. Et écoutez, on est à votre écoute et encore une fois, merci pour votre attention. Vous avez été très nombreux et à votre écoute. Alors, je vois que nous aurons. Il y avait une question. Aurons-nous accès aux slides? Bah oui. Je viens même de le dire. On a dû se croiser. Paul nous demande, en détection d'anomalies maintenant prédictive, il y a une difficulté supplémentaire qui est la dérive qui est peut-être due soit aux données, soit au modèle, soit une réelle dérive physique dans l'équipement surveillé. De ce point de vue, la décision sur le modèle ne peut pas être binaire entre conserver un modèle ou le remplacer, ce qui complique le cycle de vie. Ça me semble plein de bon sens. Je ne sais pas, Thomas, peut-être que tu veux réagir à la remarque de Paul? Oui, en effet. Alors, on a en effet simplifié quelques éléments dans notre présentation pour garder finalement une certaine ligne directrice. Mais en effet, oui, il y a des simplifications. Donc ça, en effet, c'est un bon point. Et merci de le mentionner, en effet. On a accès sur la question quand recalibrer le modèle, donc oui ou non, mais en effet, on peut également, par exemple, quelque chose dont on n'a pas parlé, l'aspect interprétabilité, c'est-à-dire que c'est un peu lié quand même avec le sujet, c'est-à-dire que lorsqu'on a une alerte, on peut se demander finalement qu'est-ce qui s'est passé. Donc aller chercher à interpréter les résultats que le modèle a pu donner. Donc Naomi, dans sa démonstration, elle a mentionné
dans le drift score, plus qu'on a un modèle qui est, en l'occurrence, une forêt aléatoire, nous donne les variables importantes qui ont été nécessaires dans la détection de cette différence. Donc ça, c'est l'interprétabilité. On peut aussi imaginer suivre des valeurs d'échappée, des éléments comme ça. Donc oui, c'est toute une question, il y a tout un domaine, et en effet, on n'a pas pu toucher tous les éléments. Alors Florent, qui m'a maintenant donné son prénom, merci, nous fait remarquer qu'il y a une étape intermédiaire entre garder ou remplacer qui est réentraîner. Et oui, d'ailleurs, quand Thomas présentait la détection du changement et qu'il parlait notamment de cette idée qu'il faut avoir une adaptation informée par rapport à une adaptation aveugle, on parlait bien effectivement aussi de réapprentissage. On n'est pas forcément en train de jeter, on peut juste être en train de réentraîner effectivement. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon. Auriez-vous est-ce qu'on a une bibliographie, très bonne question d'Ahmed, une bibliographie sur le concept drift à publier, alors qui n'est pas dans les sites, donc peut-être qu'on pourra l'ajouter ou l'ajouter sur le GitHub où on a mis l'application. Alors oui, on a en effet une bibliographie à vous recommander. On doit la préparer parce que c'est vrai qu'on l'a pas inclus, comme Benoît dit. Donc on va vous préparer ça. Il n'y a pas de souci. C'est une promesse, hein, vous pourrez donc lancer si elle n'est pas tenue. Alors ça c'est une sacrée question, Florent. Quantifier le trade-off entre perte de performance et risque de réentraînement. Ouais, merci. Non, mais pour le coup, c'est une vraie question. Je pense que ça sortait clairement du cadre du temps qui nous était alloué ici, et je serais très intéressé pour qu'on en discute, à un moment donné, parce que c'est effectivement un sujet. Le risque de réentraînement est un vrai sujet sur les problèmes de stabilité et notamment de politique, qui est liée à l'utilisation du modèle. Mais effectivement, pourquoi pas faire un prochain webinaire sur le sujet. Voilà. R1 nous dit, on va imaginer qu'il s'appelle Erwan, qu'on doit intégrer dès la construction des modèles, ça évitera une obsolescence trop rapide. Oui, après, je pense que dans la vraie vie, je pense que c'est un vœu intéressant, hein, Erwan. Je pense que dans la vraie vie, malheureusement, on a une direction qui attend la mise en production du modèle et qui ne nous laisse pas forcément le temps de mettre en place tout ce qui va autour. Mais oui, ça serait bien de les éduquer à ça, oui. Enfin, en tout cas, et là, c'est du vécu, hein. De temps en temps, on ne nous laisse pas forcément le temps d'aller mettre en place tous ces outils qui vont accompagner le modèle au moment où on le passe en production, parce qu'il y a des objectifs business qui nous demandent de le passer en production plus vite. Mais oui, on devrait résister. Je laisse tout le monde savoir si on peut résister. Besoin d'un buy-in stratégique auprès du CDO. Alors, la notion de buy-in stratégique, je vais être clair, alors c'est peut-être mon anglais, mais des fois j'ai du mal avec les termes modernes, sans doute mes cheveux blancs. Donc je suis pas sûr, mais je crois que c'est une remarque plus une question, donc je la laisse. Oui, que le CDO soit un appui, mais globalement, toute la gouvernance autour de la data et des modèles doit aider les métiers justement pour que l'organisation puisse comprendre ça et comprendre que rien n'est magique en fait. Mais il y a eu beaucoup de torts qui ont été faits sur d'autres sujets. On veut à tout prix son chatbot qui voilà, enfin les directions ont voulu leur chatbot parce qu'il y a eu un marketing autour du chatbot. Enfin voilà, on pourrait disserter pendant des heures sur tous ces sujets-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a pas d'autres questions. Je pense que nous allons pouvoir conclure ce webinaire. Encore un grand merci à tous pour votre présence.
N'hésitez pas à nous contacter pour poursuivre ces discussions. Et nous vous proposerons, puisque vous êtes inscrits, maintenant on vous a capté, nous vous proposerons courant fin janvier, je crois que la date n'est pas complètement fixée, mais un prochain webinaire autour du thème de l'open source et des différentes contributions, notamment que nous avons pu faire, mais plus généralement de l'intérêt de l'open source dans le monde de la data science. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.